Parfait. 14h29, nous démarrons donc ce webinaire dans 1 minute et bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Charles, bonjour Johanna. Le son est parfait, super. Donc on démarre dans 1 petite minute, mais quelques rappels, un petit slide d'attente pour que vous puissiez suivre ce webinaire dans les meilleures conditions possibles. Connectez-vous vraiment autant que possible en filaire et pas en Wi-Fi pour avoir une bonne bande passante. Également sur le sujet, fermez les applications un peu gourmandes sur votre ordinateur, type Skype, qui pourrait utiliser de la bande passante. Si besoin, figez la caméra, privilégiez les navigateurs Chrome ou Edge. Munissez-vous d'écouteurs et puis mettez-vous un petit peu dans une pièce isolée pour entendre au mieux. Et encore une fois, connectez-vous en filaire et non pas en Wi-Fi de préférence pour que ce se passe dans les meilleures conditions possibles pour vous. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous, il est 14h30 à ma montre. Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer ce petit slide d'attente, encore une fois, pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions possibles pour ce webinaire dédié au management par le CARE, quand un collaborateur heureux rend un client satisfait, et notamment un point d'orgue sur l'écoute collaborateur. Donc connectez-vous en filaire, fermez les applications sur votre ordinateur type Skype qui dédie la bande passante, si besoin figez la caméra, privilégiez Chrome ou Edge, munissez-vous de vos écouteurs, mettez-vous dans une pièce plutôt isolée et encore une fois, connectez-vous en filaire à Internet. Donc bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On démarre désormais notre webinaire dédié au management par le CARE et un de ses piliers, l'écoute collaborateur. Rapidement, on va juste, pour que vous puissiez voir un peu les sujets que nous allons embrasser aujourd'hui, le CARE Management KESACO, qu'est-ce que c'est? Expérience client, expérience collaborateur, est-ce le même combat? L'écoute collaborateur, c'est pas si simple, on l'a vu un peu dans la zone de chat, il y a certaines personnes qui ont réagi aussi sur ces sujets. L'écoute collaborateur dans la vraie vie des entreprises, où en est-on aujourd'hui? Et enfin, nous répondrons à vos questions en fin de session. N'hésitez pas à les poser dans la petite session, de chat en bas à droite de votre écran. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est vraiment ravis, on a l'honneur d'accueillir 2 experts sur le sujet du CARE Management et de l'écoute collaborateur. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, donc je dirige la société CARE Expérience, qui est l'une des entités de conseil, d'accompagnement d'un groupe qui s'appelle DOM+. Et je suis par ailleurs professeur à Grenoble École de Management. Merci Benoît. Karen, on a donc aussi le plaisir d'avoir Karen avec nous, qui est consultante CX Eloquent. Karen, est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, donc effectivement consultante CX chez Eloquent, j'interviens sur des problématiques aussi bien d'écoute client externe, mais aussi sur de nombreux sujets de type RH pour des enquêtes de toutes sortes auprès des collaborateurs. Merci Karen. Alors Pascal CX, c'est Customer Experience, l'expérience client. Et oui, la présentation, vous aurez accès à la présentation en fin de webinaire. Bonjour Caroline. Quelques mots peut-être sur DOM+, le CARE Expérience en quelques lignes. Benoît, je te laisse présenter ton métier, ce que tu fais et tes motivations bien sûr. Tout à fait. En fait, DOM+, c'est un écosystème aujourd'hui de 5 sociétés qui a été créé finalement en une quinzaine de mois, donc depuis, on va dire, la fin 2017, et qui articule finalement un certain nombre de métiers complémentaires à partir d'un cœur de compétences qui sont 2 plateformes d'accompagnement à distance de publics fragilisés, que ces publics soient des inactifs ou des actifs, et donc en particulier des salariés de grands groupes. Et nous accompagnons donc au quotidien à travers nos 2 plateformes. Et à partir de ce cœur de métier, donc on a déployé un certain nombre d'entités, dont celle que je dirige, pour accompagner plus globalement nos clients depuis la définition finalement d'une feuille de route stratégique jusqu'à la concrétisation par différents moyens, y compris ceux de notre cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement des salariés en fragilité. Merci Benoît.
Alors, un petit mot sur Eloquent, là où Karen et moi officions. Donc, Eloquent se présente comme un facilitateur du dialogue et l'écoute de vos clients. Et là, on parlera aussi de l'aspect de l'écoute de vos collaborateurs, qui est, on va voir dans quelle mesure est-ce que c'est un combo gagnant pour performer et améliorer l'expérience client au sens global dans une démarche de care management qui va nous être présentée par Benoît. Donc, rapidement, Eloquent, nous sommes éditeurs de logiciels, d'une solution de centre de contact multicanal, d'enquête également multicanal, pour mettre en œuvre des dispositifs d'écoute client et collaborateurs, dispositifs d'écoute client à chaud et bien sûr une écoute collaborateur. On verra, c'est Karen qui va bien nous expliciter comment est-ce qu'on l'a fait via, en termes soit de solutions, mais aussi en termes de conseils et d'expertise. Et nous sommes également éditeurs de solutions d'analyse sémantique automatisée, c'est-à-dire que nous collectons un certain nombre de verbatim clients ou même de mails ou chat entrants et nous sommes à même de l'étudier en automatique pour, via une solution d'analyse sémantique automatisée, de les restructurer et de savoir ce qui se dit sur les points, les moments phares de la relation client, détecter les irritants, les bonnes pratiques à homogénéiser au sein de l'entreprise ou au contraire les chantiers à vraiment engager pour améliorer l'expérience client. Eloquent à vos qualités, pourquoi est-ce que c'est important de préciser aussi que nous diffusons, nous commercialisons nos solutions avec toujours du conseil. Là, vous le voyez, l'écoute collaborateur, c'est un vrai sujet qui nécessite des compétences vraiment importantes pour pouvoir mener à bien ce projet, que ce soit une réussite, rendre le client heureux. Donc, nous avons au sein d'Eloquent des expertises métiers relations clients, chefs de projet, mais aussi chargés d'études et linguistes pour accompagner nos clients, support et audit, etc. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le care management, Kezako, Benoît, je te laisse la parole pour nous définir, nous poser les cadres du care management. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le care management? Donc effectivement, moi j'ai aujourd'hui formulé en fait cette proposition qui est de faire émerger une nouvelle forme de management. J'ai appelé le management par le care en référence à une forme d'éthique qui est née aux États-Unis qui s'appelle l'éthique du care, qui n'est pas qui volontairement n'est pas traduite en français. On pourrait dire l'éthique de l'attention à l'autre ou l'éthique de prendre soin. Et ça m'a semblé important à une époque où finalement beaucoup d'entreprises se posent la question de cette articulation finalement entre la satisfaction des clients d'une part et la satisfaction des collaborateurs d'autre part, mais aussi à travers beaucoup de sujets qui ont d'ailleurs été évoqués dans le chat, à savoir le bien-être des collaborateurs. Ça pourrait être aussi des sujets autour de la marque employeur. Voilà, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui font que finalement a émergé, on va dire depuis 10-12 ans maintenant, une espèce d'intuition partagée, commune autour de, c'était résumé dans le titre en fait du webinaire, finalement il faut avoir des collaborateurs heureux pour avoir des clients heureux. Donc il m'a semblé opportun de faire émerger cette forme de management pour proposer quelque chose qui aille un petit peu plus loin finalement que les intuitions de départ et qui permet de structurer des démarches. J'avais encore tout à l'heure un prospect en ligne, si je puis dire, et où effectivement, depuis quelques années, la démarche a été initiée. Finalement, les équipes font émerger ce besoin de dire, mais il nous faut une colonne vertébrale, il nous faut quelque chose qui soit structurant, qui donne du sens finalement à nos démarches. Et ma proposition, mon hypothèse à moi, c'est que le management par le care peut être, on va dire, cette colonne vertébrale. Alors, pour démarrer de façon très concrète, je vous ai mis ici, en fait, finalement, la voix des collaborateurs. C'est un parc de loisirs en l'occurrence, et c'est intéressant parce que finalement, on les sonde de façon très ouverte. Et alors même que le sujet n'est pas a priori le sujet pour lequel on leur demande finalement leur avis, tel que c'est formulé là, finalement, la question du déséquilibre entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, en fait, est pointée. C'est-à-dire qu'ils ressentent quelque part le fait que l'entreprise a d'une part une exigence très élevée vis-à-vis d'eux dans la relation avec les clients quotidiens, mais ils ont le sentiment qu'en miroir, finalement, la qualité de la relation que vivent eux-mêmes avec leur manager et que avec l'entreprise n'est pas tout à fait finalement au même niveau. Donc, pour moi, c'est important parce que ça montre bien que même si on ne s'intéresse pas au sujet, d'une certaine façon, j'utilise souvent l'image du boomerang, ça nous revient un petit peu comme ça en travers parce que finalement, on a quelque chose qui peut être important. Et on fait signe, voilà, de monter un petit peu le volume, donc je le fais. Je vous ai mis également juste après, toujours issu en fait de la même enquête, et j'ai mis en rouge en fait en bas du petit tableau les éléments qui me paraissent importants. Vous voyez, les collaborateurs sont particulièrement sensibles aux personnes fragiles, donc situation de handicap, femmes enceintes,
personnes âgées, sont souvent fiers de pouvoir leur proposer de l'aide, d'anticiper leurs besoins. C'est quelque chose de très fort, j'en discutais encore récemment avec des équipes de la SNCF qui opèrent sur l'Île-de-France, hein, donc l'équipe de Transilien. Et là aussi, c'est quelque chose qui, malgré les difficultés du quotidien, malgré des métiers de service, des métiers en contact très difficiles, ressort très fortement. Donc finalement, ce qui donne sens à notre métier, ce qui est une source finalement de satisfaction pour nous, c'est ce sentiment d'être utile à l'autre, et surtout quand cet autre est en difficulté. Alors ça peut être évidemment des problèmes de train pour les uns, mais ici en l'occurrence, ça peut être effectivement des personnes qui, pour les motifs évoqués là, on va dire, sont momentanément ou de façon beaucoup plus pérenne, on va dire, en fragilité. Et finalement, les collaborateurs nous renvoient là aussi d'une certaine manière vers cette notion de care en nous disant, pour nous c'est important, finalement, prendre soin de nos clients, prendre soin des plus fragiles, c'est quelque chose dans lequel on se retrouve et qui donne sens finalement à notre métier au quotidien. Alors, il y a beaucoup ce visuel, c'est en fait un visuel, alors j'ai volontairement masqué avec le petit smiley le visage de la personne qui nous fait face, mais il y a un petit verbatim que je trouve extrêmement puissant, c'est le charisme en fait qui est en train de charger en fait ces canaux qui s'expriment, et ce verbatim dit finalement je fais en sorte de faciliter le travail du chauffeur, d'équilibrer les poids du chargement et les hauteurs pour qu'il puisse facilement passer ses sangles et qu'après pendant le trajet il se sente en sécurité. Ça aussi pour moi c'est une expression extrêmement concrète hein, de cette logique de care qui plus est ne se cantonne pas finalement aux frontières de l'entreprise, mais doit aussi à mon sens évidemment embarquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. Et là, finalement, ce chauffeur-livreur qui n'est pas un salarié de l'entreprise, qui est un partenaire important, finalement, entre dans cette relation de soins, quelque part, avec ce charisme qui dit finalement, c'est bien mon job si je prends soin de ce chauffeur, si je fais en sorte que son chargement soit bien équilibré. Parce que derrière, si je ne le fais pas bien, il peut peut-être avoir un accident, et un accident sur la route, c'est quelque chose qui peut évidemment être problématique, non seulement pour lui, mais pour les gens qui sont derrière lui. C'est-à-dire que très spontanément, alors même qu'on ne lui a jamais parlé d'éthique du care, on a là quelqu'un qui, dans l'exercice de son métier au quotidien, est déjà naturellement, finalement, dans ce niveau d'attention à l'autre. Voilà, donc je vais commencer par ces quelques éléments très tangibles, très concrets, avant d'arriver à des choses un petit peu plus conceptuelles. J'ai publié un ouvrage, il a été mentionné tout à l'heure en fait dans le fichier, vous pouvez le retrouver si vous êtes intéressé, dans lequel vous retrouverez en fait cette petite grille qui est une grille extrêmement simple, qui n'a pas pour ambition d'être exhaustive, et doit permettre en tout cas pour moi de dire finalement client, collaborateur, ça pourrait être même d'ailleurs le citoyen, nos besoins sont les mêmes. C'est-à-dire que fondamentalement nous sommes des personnes, et ces personnes en fait, on a aujourd'hui quatre besoins fondamentaux. Le premier c'est la confiance, c'est-à-dire qu'on a besoin de sentir qu'on nous fait confiance, si je raisonne du point de vue d'un collaborateur, mais on a besoin aussi de sentir qu'on peut faire confiance à notre manager et qu'on peut faire confiance en fait à notre entreprise. Et je peux dire que l'acte peut-être de management finalement quelque part par excellence, c'est ce fameux lâcher prise et c'est finalement faire le pari de l'autre, c'est-à-dire d'accepter de confier à quelqu'un dans son équipe une tâche que nous pourrions faire nous-mêmes et pour laquelle finalement on se met un petit peu en fragilité, on se met peut-être un peu en danger parce qu'on va effectivement faire confiance à quelqu'un quand on ne sait jamais trop bien finalement, en tout cas au début d'une relation avec un collaborateur, s'il fera effectivement la tâche aussi bien que nous pourrions peut-être nous la faire. Alors, le deuxième besoin, c'est évidemment l'écoute, et là on est au cœur du sujet du webinaire, effectivement l'écoute. Là aussi, hein, c'est enfoncer une porte ouverte, et quand on discutait avec des salariés en entreprise, très souvent la première chose qui remonte, c'est on ne nous écoute pas, on ne nous écoute plus, on a le sentiment finalement de ne pas être partie prenante dans les décisions, dans le projet de l'entreprise. Il y a vraiment un besoin d'écoute qui est manifeste. Et je pense que voilà, l'intérêt en tout cas que vous semblez prendre à ce webinaire le montre bien. Et quand je dis écouter, il ne suffit pas d'écouter. Il faut parfois aussi, quand évidemment un certain nombre de sujets sont mis sur la table, de sentir qu'ils sont traités. Ça ne veut pas dire qu'on va apporter des réponses à tous, ça veut dire qu'on doit pouvoir s'efforcer d'apporter des réponses à certains éléments et expliquer pourquoi. On en reparlera tout à l'heure avec Karen, quand il y a des irritants. On ne peut pas tout résoudre, il n'y a pas de baguette magique. Et expliciter pourquoi en fait on ne peut pas résoudre tel ou tel irritant. Le troisième besoin, c'est le besoin que nous avons tous d'être acteurs, d'agir, de contribuer, c'est-à-dire de ne pas être passif, c'est-à-dire aussi par rapport à un client, pour tous ceux qui parmi vous sont dans un métier de contact avec les clients ou un métier de relation client, de pouvoir en fait, face au client, dans l'instant présent, avoir la bonne réponse, avoir les bons outils et ne pas perdre la face. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus
terrible finalement pour un collaborateur, qu'il soit en face à face ou dans cette proximité que permet la voix quand on est dans un métier de relation client à distance, de ne pas perdre la face en face au client, de passer pour un professionnel et surtout de ne pas se voir attaquer finalement en tant que professionnel. Le dernier besoin, c'est la reconnaissance. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un sujet majeur et qu'on aborde peut-être trop souvent sous un angle un petit peu RH, à travers la rémunération, à travers des éléments finalement de politique RH et qui passe par beaucoup d'autres leviers, par une reconnaissance du quotidien. Moi, je suis toujours frappé quand je discute avec des collaborateurs. Tous vous disent, voilà, mon manager le matin ne me dit pas bonjour quand il arrive. Voilà, c'est un peu trivial, mais je prends souvent cet exemple pour exprimer finalement que le sujet de la reconnaissance, il est extrêmement large et en tout cas, il nous renvoie aussi à des problématiques de reconnaissance de la personne, mais au-delà de la personne, en fait, du métier et du métier qu'elle exerce. Et c'est bien aujourd'hui que dans beaucoup de métiers de service et dans les métiers de la relation client, on a en fait des professionnels qui n'ont pas toujours le niveau de reconnaissance voulu par leur pairs en entreprise, mais aussi, bien sûr, de façon plus globale, finalement, par la société. Alors, je vous les balaye très, très vite, mais en tout cas, ces 4 besoins sont pour moi extrêmement structurants. Et tu disais, Aurélie, tout à l'heure, client, collaborateur, même combat. Ma réponse, elle est évidemment oui. Oui, parce que finalement, ces 4 besoins-là sont valables ici dans les exemples que j'ai donnés du point de vue du collaborateur. Mais si on appliquait cette grille aux besoins finalement des clients, la confiance, l'écoute, le fait de pouvoir agir et enfin la reconnaissance, c'est évidemment des thématiques qui sont stratégiques aujourd'hui quand on parle en fait du client et de ses besoins. Pour finir, quelques illustrations très rapidement là aussi, c'est cette grille de lecture. Je vous donne ici un exemple, je ne citerai pas l'entreprise, mais manifestement, voilà, le plan d'action, c'est un plan pour lutter contre l'absentéisme. Il y a un sujet qui est assez largement partagé aujourd'hui malheureusement, qui est celui de l'absentéisme. Et finalement, quand cette entreprise écoute en fait ses collaborateurs, elle fait émerger en fait un plan d'action. Et ce plan d'action, finalement, il va s'articuler sur les 4 points que je viens d'évoquer. Vous regardez en fait les petits éléments qui sont mis en orange. Vous avez 2 mots-clés ici en fait sur ces 2 slides. C'est la reconnaissance. On ne nous reconnaît pas. Je ne suis pas suffisamment reconnu. Le thème de la reconnaissance. Et je vous ai mis juste après sur le petit encadré de gauche. Nous sommes des simples exécutants. Donc là, on retrouve le besoin d'agir, d'être acteur. Voilà, je n'ai pas la main, je manque d'autonomie. Et puis, je ne l'ai pas repris là, mais le sujet de l'écoute était évidemment primordial. Et puis j'ai repris sur la droite en fait de la slide, là aussi des choses que j'ai mis en rouge en fait tout en bas. Les collaborateurs de façon très spontanée expliquent qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir toujours face aux clients, surtout pour résoudre en fait des problèmes clients, la délégation et les bons outils en fait pour intervenir. C'est-à-dire que vous pouvez là aussi le prendre dans tous les sens. Les équipes expriment de façon régulière des attentes extrêmement fortes par rapport effectivement à ces 4 besoins que je viens d'évoquer. Et puis, pour terminer sur ce point, et toujours pareil dans cette idée de client collaborateur, même combat, j'emprunte en fait cette modélisation à mes confrères à Grenoble École de Management, Daniel Rey, qui est pour moi très important parce que finalement, il a balayé toute la littérature académique et finalement, ce que nous disent finalement les travaux de recherche aujourd'hui, c'est que pour créer une culture client, pour renforcer une culture client dans une organisation, quelle qu'elle soit, il y a 3 grands piliers qui ne nous surprendront pas. Le premier, c'est l'impulsion stratégique. C'est l'alignement entre la vision des sponsors au niveau du comité de direction et puis des moyens et un soutien permanent en fait, à cette politique. Le deuxième, c'est la connexion client. Donc là aussi, on est au cœur de notre sujet, c'est-à-dire non seulement l'écoute, en l'occurrence du client, mais aussi bien évidemment le fait de partager très largement dans l'organisation ces éléments d'écoute et la bonne compréhension qu'on peut en avoir pour en tirer bien sûr des plans d'action. Et puis le dernier est pour moi le plus important puisque c'est bien le lien avec le management, puisque ce 3e pilier, c'est la responsabilisation, c'est l'empowerment, c'est l'autonomie, pour le dire autrement, la responsabilisation, c'est-à-dire de donner aux collaborateurs qui sont en contact avec les clients ce pouvoir d'agir, cette capacité à intervenir pour résoudre en fait dans l'instant de la relation, dans l'instant où émerge finalement un problème, un irritant client, de pouvoir effectivement le traiter. Et donc on voit bien que là aussi, même si on part finalement de la problématique de la culture client, on revient très très vite finalement sur le sujet du management et en l'occurrence ici sur ce gros irritant dont j'ai déjà parlé, qui est de donnez-nous les clés, donnez-nous l'autonomie nécessaire, donnez-nous finalement les outils et le pouvoir d'agir face au client et surtout quand le client effectivement rencontre un problème. Merci Benoît. Juste
n'hésitez pas, excusez-moi, j'interromps pour bien lire la présentation. De toute façon, vous aurez le support de téléchargement en fin de présentation et vous avez un petit bouton en bas Zoom to Fit pour vraiment ajuster la présentation à la taille de votre écran. N'hésitez pas. Pardon, Benoît. Pardon, alors évidemment la question que vous vous posez toutes et tous, c'est OK, si tant est qu'on soit d'accord, en tout cas jusqu'à présent sur ce rapide balayage de ce que sont finalement les besoins de nos équipes aujourd'hui et ce lien entre la culture client et finalement la transformation managériale, et comment on déploie finalement cette forme de management dans les organisations. Alors, dans l'ouvrage qui a été cité, j'ai développé en fait une grille de lecture en 10 grands registres d'action. Alors, il ne s'agit surtout pas d'une vision mécaniste, où il suffirait d'aller de l'étape 1 vers l'étape 2, vers l'étape 3, etc. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui que ce type d'approche c'est un petit peu d'un autre temps. En revanche, c'est d'articuler une vision systémique, c'est-à-dire qu'être dans l'attention, être dans cette approche du care, pour moi en tout cas, c'est se poser cette question de façon très ouverte de ces 10 grands registres d'action dans lesquels on retrouve effectivement celui de l'écoute, l'écoute client et l'écoute collaborateur et de la mise en miroir de ces deux formes d'écoute qui est, je pense, pour la plupart d'entre vous, un vrai sujet. Si je dois la balayer très très rapidement, le premier d'entre eux, c'est le registre finalement de la stratégie, c'est le registre de l'articulation finalement d'un discours entre l'importance pour l'entreprise, l'expérience client, mais aussi en miroir, bien évidemment, l'importance qu'elle accorde à l'expérience de ses collaborateurs. Et là, d'avoir un discours intelligible et de donner sens finalement à cette vision du care, à cette vision de l'expérience finalement des personnes. Le deuxième, c'est de travailler sur, au même titre qu'on travaille sur les parcours clients, sur les parcours de nos collaborateurs, les structurer, et puis là aussi d'aller identifier et traiter les principaux irritants de nos équipes. Le troisième, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que quand on exerce un métier dans des lieux physiques, point de vente, gare, agence bancaire, peu importe, on est confronté finalement à cette dimension-là et c'est évidemment une force. Et les lieux sont très structurants pour les clients, très structurants aussi pour nos équipes, très structurants en fait du point de vue de leur comportement. Et quand on veut créer les conditions finalement d'une rencontre réussie entre des clients et des collaborateurs, les lieux sont évidemment très structurants. Et on a aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec un partenaire, on y travaille pour un client du BTP en ce moment, dans le cadre de la construction de son nouveau siège social, de comment finalement on fait rentrer cette dimension de care dans les murs, bien au-delà de la caricature, c'est-à-dire au-delà du baby-foot et d'une cuisine sympathique avec une machine à café colorée. Le quatrième point, c'est l'accompagnement des salariés les plus fragiles. Je parlais du groupe que j'ai rejoint tout à l'heure. Pour moi, ça faisait sens de faire ce métier aujourd'hui de conseil au sein du groupe Bien Plus. C'est quand nos salariés rencontrent en fait des problématiques de déséquilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, notamment par exemple sur le sujet de l'âge et de l'accompagnement d'un parent âgé, ce qu'on appelle les aidants. Il y a plus de 4 millions de salariés en France aujourd'hui qui sont dans cette situation d'être un aidant d'un proche en perte d'autonomie. Et bien, on a besoin d'écoute, on a besoin d'information, on a besoin d'être orienté. Et le fait de pouvoir déployer finalement ces services, ces types de services attentionnés, c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette logique-là. Et vous pouvez aller voir par exemple ce que fait sur Internet le groupe Galerie Lafayette. Le service s'appelle Lafayette Entraide, tout est dans le nom. Et il s'adresse à l'ensemble des collaborateurs du groupe justement pour pouvoir leur proposer de l'accompagnement sur un certain nombre de sujets un petit peu compliqués. Le cinquième, c'est de développer évidemment ce droit à l'initiative, ce pouvoir d'agir que j'évoquais tout à l'heure, mais de le faire vraiment, c'est-à-dire qu'on a sans doute jamais autant parlé de droit à l'erreur, mais me semble-t-il, on a beaucoup de frilosité. Moi, je ressens beaucoup de frilosité, en tout cas dans les entreprises aujourd'hui. Très compliqué déjà pour soi en tant que manager de s'autoriser finalement ce droit à l'erreur, de pouvoir effectivement à nos équipes leur donner toute attitude dans des cadres contraints, ce n'est pas forcément évident. Le sixième point, il est autour du thème de la reconnaissance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un point important, et de comment on va travailler sur la valorisation de métiers qui sont souvent stratégiques du point de vue de la relation d'expérience client, c'est-à-dire de comment ces métiers-là, qui ne sont pas toujours les plus valorisés dans l'entreprise, sont mis en valeur et font l'objet finalement d'un travail de reconnaissance. Je donne un certain nombre de pistes de travail concrètes dans l'ouvrage. Le septième, l'éthique du care est une éthique de la relation à l'autre. Travailler la qualité de sa relation à l'autre et plus globalement de sa relation au monde, c'est fondamental. Collaborateur, client, manager, collaborateur, mais aussi entre collègues. Travailler cette qualité de relation, c'est fondamental. Reconnaître de nouvelles formes de valeur ajoutée au management. Je pense qu'aujourd'hui, le métier de manager, c'est plus difficile.
On attend beaucoup du manager, notamment pour promouvoir la culture client. On attend beaucoup de sa part pour favoriser aussi le fait de développer quelque part en relation client les bons comportements. On attend de lui quelque part qu'il soit ce fameux manager coach relationnel, si je puis dire. C'est un métier qui est devenu très compliqué et je pense que c'est important de redéfinir en fait dans l'entreprise ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager, quel est son champ de légitimité. Le 9e point, c'est le sujet dont on va beaucoup parler avec Karen par la suite, et puis l'écoute client collaborateur et la mise en miroir de ces deux formes d'écoute. Et puis le dernier point, je l'évoquais à travers l'exemple tout à l'heure de mon cariste, c'est comment cette logique du care ne nous enferme pas entre nous, mais résonne finalement avec le reste du monde, avec nos parties prenantes, peut-être avec la société. Et c'est une manière pour moi de faire le lien avec la politique RSE de l'entreprise, c'est-à-dire cette logique de care, qui évidemment, elle a tout intérêt à embarquer plus largement les parties prenantes de l'entreprise. Voilà pour brosser vraiment très rapidement ce que j'entends aujourd'hui par déployer finalement cette forme de management. Le care management, empathie, bienveillance. Et un des piliers, c'est, tu l'as dit, hein, Benoît, l'écoute collaborateur. Donc là, on va laisser un petit peu Karen nous donner un petit peu son point de vue sur le sujet, puisqu'en discutant, hein, c'est vrai que tous les trois, quand on a préparé ce qu'on s'est dit, c'est tout le monde en parle, la symétrie des attentions, écouter les collaborateurs, etc. Mais il nous semble, notamment de ce qu'on a constaté chez nos clients, puisque ce n'est pas encore une démarche systématique, mais l'écoute collaborateur, c'est pas si simple, puisque c'est pas, comme on dit, des choses que l'on voit tous les jours, des démarches qui sont entreprises tous les jours. Il y a forcément des raisons. Quelles sont-elles? Est-ce vraiment simple d'écouter ces collaborateurs? Karen, je te laisse la parole. Alors effectivement, l'écoute collaborateur, aujourd'hui, nos clients, ils nous contactent très généralement pour mettre en place une écoute collaborateur, je dirais un peu classique, un peu basique. Je vais lancer un baromètre d'écoute de type annuel, voire tous les 2 ans. Donc ça, c'est un peu le grand classique de l'écoute qu'on va pouvoir trouver dans quasiment toutes les organisations, ou en tout cas un très grand nombre. L'objectif ici, c'est d'avoir une périodicité qui est relativement longue dans l'écoute du collaborateur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de réaliser une écoute de fond destinée à la définition de plans d'action qui doit s'inscrire dans la durée. Ce sont des sortes de sondes que les directions de ressources humaines mettent en place et qui vont leur permettre de sentir comment sont les collaborateurs dans l'entreprise. Je dis bien collaborateurs. Ici, on travaille vraiment sur un individu. Et autrefois, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on appelait ça même le climat social. Aujourd'hui, on est sur des termes un peu plus légers. On parle plutôt d'écoute interne, d'écoute collaborateur, parce que l'expression climat social prend beaucoup de sens actuellement. Donc, on temporise un petit peu avec des dénominations un peu plus légères. Toujours est-il que ces écoutes, ce sont de grosses machines d'enquête où on va interroger tout un site, toute une organisation, et on va envoyer toute une batterie de questions auprès des collaborateurs pour balayer le plus grand nombre de dimensions RH qui vont permettre de travailler ensuite ou d'affiner une politique RH. On va y aborder l'environnement de travail, le rôle du collaborateur, le management, la stratégie d'entreprise, les mécanismes de reconnaissance, etc. Enfin, toutes ces dimensions importantes qui vont constituer la politique RH d'une organisation. Donc ici, vous comprenez que l'enquête, elle est très complète. Elle implique de fait une période ensuite d'analyse des résultats, d'appropriation des résultats qui est plutôt longue parce que l'objectif, c'est de définir des plans d'action plutôt à moyen, voire long terme, tant au niveau global qu'au niveau local. Donc, c'est vraiment une enquête de fond. Et pourtant, aujourd'hui, on a de plus de clients qui commencent à nous interroger un petit peu sur le parallèle des écoutes clients versus collaborateurs. C'est vrai, aujourd'hui, on a de plus en plus d'écoutes à chaud de nos clients externes. Et pourquoi pas
le même process, mais cette fois-ci en interne. Pourquoi on n'écouterait pas nos collaborateurs de manière un peu plus instantanée, un peu plus ciblée, un peu plus à chaud? Et donc finalement, d'inscrire l'écoute collaborateur dans la vie quotidienne, dans sa vie quotidienne avec l'organisation. Quand on aborde ces points-là avec nos clients, finalement, on dégage déjà 3 axes, 3 niveaux d'analyse, 3 niveaux d'écoute plutôt. On va parler déjà du parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur. Si on prenait le pouls d'un nouvel arrivant qui arrive dans l'entreprise et l'écouter, lui demander comment il se sent, lui montrer notre intérêt déjà dès ses premiers instants dans l'entreprise, au travers d'un très très court questionnaire, très simple. L'objectif étant de comprendre comment il a vécu sa période d'intégration, afin d'en relever les points forts et les points faibles. Ici, on est purement dans une démarche de one-to-one. Je t'écoute, tu viens d'arriver, je prends tout de suite tes premières sensations dans l'organisation. Et là, c'est davantage une action qui est de la portée des ressources humaines locales, voire même des managers de proximité. Ensuite, on a le même type d'écoute, mais cette fois-ci auprès d'un collaborateur qui est déjà dans l'organisation, mais qui va évoluer dans la vie de l'entreprise, dans l'entreprise. Il va avoir un changement de poste, un changement de site, changement d'équipe. Et de la même façon, c'est un moment important dans sa vie avec l'organisation. Et pourquoi on ne l'écouterait pas à ce moment-là? Il a certainement des choses à nous raconter sur sa vie dans l'entreprise, ce qui l'a étonné, ce qui l'a agréablement surpris, au contraire, ce qu'il a négativement vécu. Donc, c'est aussi un moment où on peut prendre un peu de temps pour écouter ses collaborateurs. Et enfin, un troisième niveau d'écoute qui est la mesure de l'humeur des collaborateurs. C'est une de type très très régulière. Alors selon la culture d'entreprise, on va pouvoir réaliser ça de manière trimestrielle, voire semestrielle. Elle se fait au travers d'un questionnaire qui est extrêmement court. L'objectif est d'adresser 2 à 3 questions maximum. Ici, on ne cherche pas à évaluer toutes les dimensions RH, mais plutôt à donner l'opportunité aux collaborateurs de s'exprimer. Et on va faire la part belle finalement aux commentaires. On va travailler sur les commentaires. On peut conserver bien entendu une mesure quanti pour s'assurer un KPI et s'assurer qu'on a bien une constante dans la mesure, voire même une progression au fur et à mesure des périodes. Mais en tout cas, la vraie valeur de cette démarche, ce sont les commentaires. Qu'est-ce que mon collaborateur me dit? Au cours de la période qui s'est écoulée, c'est-à-dire du trimestre, du semestre, qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui était négatif? C'est une très très belle occasion d'ailleurs pour effectuer un pont avec vos études clients à chaud. Vous pouvez maintenir les mêmes types de KPI et pouvoir justement avoir cette notion de symétrie des attentions pour voir aussi est-ce que la météo côté client, de l'humeur client, est la même côté collaborateur ou est-ce qu'il y a déjà des dissonances? Karen, justement, moi j'ai une question quand on en parlait un petit peu. Est-ce que tu as, donc en termes de KPI, c'est l'indicateur qu'on va calculer via une question qu'on va poser aussi bien aux clients qu'aux collaborateurs. Est-ce que tu as une recommandation pour cette mesure d'humeur, sur un KPI, une question précise, ou c'est des choses qui vont se voir plutôt au niveau de la tonalité d'un commentaire, par exemple? Alors, on a les deux. On a effectivement la question traditionnelle de satisfaction globale, finalement, comment je me sens dans mon entreprise, qui va être le pendant un petit peu de la question de satisfaction globale côté client. Mais on va aussi travailler sur la tonalité des commentaires qui sont laissés par les collaborateurs. Est-ce qu'ils sont positifs, tendance plutôt positive,
ou est-ce qu'au contraire, il y a une émergence d'opinions négatives? Et on va aussi pouvoir travailler sur tous les sentiments de colère, de désengagement, de peur. Donc ça, c'est d'où la notion de vraiment laisser la part belle aux commentaires. Et ce type d'enquête est véritablement destiné à travailler sur le commentaire des collaborateurs pour en extraire un maximum d'informations et de tendances. Merci Karen. Finalement, au travers de ces différents moments d'écoute, quels sont les bénéfices que je vais pouvoir retirer de ces nouvelles pratiques? Alors, lorsque l'on est sur de l'écoute liée à de l'intégration de collaborateurs ou en tout cas de mouvements de collaborateurs, on va pouvoir déjà identifier, comme on vient de le dire, de la colère, de la frustration, des non-dits finalement, qui peuvent plus facilement s'exprimer au travers de ces petites enquêtes où on va pouvoir intervenir parce qu'on est plus dans une démarche one-to-one, donc on va pouvoir aussi plus facilement intervenir auprès du collaborateur pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Donc ça s'inscrit complètement dans un management par le cas. Je vais écouter mon collaborateur à un moment donné et je vais revenir vers lui pour pouvoir en discuter. Excusez-moi. Et ça va être aussi sur les écoutes liées à l'intégration des collaborateurs un formidable outil pour travailler sa marque employeur, c'est-à-dire que je mets en place un KPI et ce KPI, finalement, il va m'aider aussi pour valoriser ma marque employeur aussi bien en interne, mais également en externe et communiquer sur cette marque employeur. Qu'est-ce qui fait ma force auprès de mes collaborateurs en interne et qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser lors de mes processus de recrutement pour valoriser mon entreprise auprès des talents que j'ai envie d'obtenir dans mon entreprise. Parallèlement, les enquêtes d'humeur, elles vont pouvoir me remonter de manière beaucoup plus instantanée des tops et des flops. Quelles sont les best practices? Qu'est-ce qui a fonctionné dans un site, par exemple, et qui pourrait être partagé avec les autres sites et qui peut être de fait déployé sur d'autres sites. Un peu comme ce que l'on fait finalement avec les enquêtes à chaud clients. Dans un point de vente, on va se rendre compte qu'une pratique qui est mise en place par une équipe fonctionne très très bien et on va pouvoir diffuser cette information au réseau et potentiellement ça va pouvoir devenir une best practice sur l'ensemble d'un réseau. Et de la même façon, côté collaborateur, on va pouvoir appliquer les mêmes principes. On va pouvoir partager de l'expérience et aider du coup les managers directs à mieux piloter leur activité et en tout cas à leur donner des outils pour les guider, leur donner des orientations sur du court terme sur la manière de travailler avec leurs équipes et d'aider leurs équipes aussi potentiellement à mieux répondre encore aux clients et comme le disait Benoît, à ne pas se retrouver potentiellement démunis face à un client, à avoir les outils nécessaires pour mieux répondre de par ce partage d'expérience. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est comment mettre en place une écoute collaborateur de ce type? Parce qu'effectivement, lorsque les clients viennent vers nous pour nous interroger un petit peu sur les autres tendances qu'ils peuvent avoir à leur disposition pour écouter leurs collaborateurs, outre la grosse machine d'enquête qu'on va pouvoir déployer de manière annuelle ou tous les 2 ans, on a envie de savoir aussi comment on va pouvoir mettre en place une écoute un petit peu plus instantanée. Tout d'abord, il y a un point clé, et ça, je dirais que c'est la notion capitale sur toute enquête d'écoute interne, c'est d'informer les collaborateurs. On ne peut pas entreprendre une écoute interne si préalablement on n'a pas communiqué auprès des collaborateurs.
vous les sollicitez. Et là, vous allez les solliciter à plusieurs moments de leur vie dans l'entreprise. Et donc, il faut les informer qu'ils vont être sollicités. Ne pas les prendre au début et en tout cas, ne pas leur envoyer en tout cas une sollicitation sans préalablement leur avoir indiqué qu'ils vont être amenés à répondre à une enquête. Et pour ça, quoi de mieux que de s'appuyer sur un plan de communication. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir définir comment vous allez présenter le dispositif en interne, comment vous allez le communiquer, sur quel support, sur quel canal vous allez le communiquer, vers quelle cible. Est-ce que vous déployez une communication unique ou est-ce que vous déclinez une communication en fonction des cibles vers qui vous allez pousser ces différents moments d'écoute? Par exemple, lorsque on est sur de l'écoute d'intégration d'un nouveau collaborateur, lors de son premier jour d'arrivée dans l'entreprise, c'est le bon moment pour lui annoncer que, à l'issue de sa période d'essai, il va recevoir un petit questionnaire dans lequel il pourra partager son expérience ses premiers jours dans l'entreprise. Et ça lui permet aussi de pouvoir consigner un petit peu tout ce qui va l'étonner, tout ce qui va l'étonner de manière positive, mais aussi négative, et de ne pas recevoir le questionnaire alors qu'il n'était pas préparé. Vous le conditionnez, entre guillemets, au fait qu'il aura à répondre à une petite enquête. À chaque type de collecte, comme on l'a vu, on a des objectifs qui sont différents. Eh bien, cette communication, elle doit aussi présenter les objectifs aux collaborateurs et expliciter les raisons de chacun de ces moments d'écoute pour favoriser leur mobilisation. Pourquoi à tel moment je vais être sollicité pour donner mon humeur? Pourquoi à tel moment si je change d'équipe, je vais recevoir un petit questionnaire pour me demander comment j'ai vécu cette expérience. Les objectifs doivent être donnés aussi bien que le moment auquel on va pouvoir solliciter un collaborateur. Et puis, bien entendu, donc ça c'est vraiment une communication de fond et il ne faut pas oublier aussi la communication plus ponctuelle pour rappeler aux collaborateurs, par exemple pour les petites vagues d'humeur, attention, jeudi, tu vas recevoir un mail, on compte sur toi. Donc, vraiment bien rappeler pour vraiment mobiliser le maximum de personnes autour de ces moments d'écoute. Il y a également un point important, c'est que il faut mobiliser l'ensemble des équipes ressources humaines sur le sujet. Vous avez certainement des équipes projets qui prennent en charge ce type de dispositif, mais il est important que même les équipes locales soient partie prenante du dispositif de manière à que localement la communication passe bien et que la mobilisation se fasse au travers de cette écoute. Et puis, je dirais, et ça on en a déjà un petit peu parlé, c'est qu'il est important aussi de bien montrer que cette écoute interne, ça va nous servir aussi de miroir vis-à-vis de l'écoute externe. Quand je parle de l'écoute externe, c'est de l'écoute de vos clients. Et donc, bien montrer que les objectifs que vous avez vis-à-vis des collaborateurs sont également les mêmes que vous pouvez avoir côté client. Et donc, embarquer le collaborateur dans cette grande dimension qui est de l'écoute globale de l'entreprise interne, externe. Et dernier point, l'écoute interne, c'est un sujet qui peut être sensible parce qu'on verra tout à l'heure, hein, mais il y a des notions d'anonymat parfois. Et donc, il peut être de bon ton, selon les écoutes qui sont mises en place, de pouvoir externaliser auprès d'un prestataire la collecte.
Merci Karen. Alors effectivement, la question se pose et donc là, ce sont Karen et Benoît qui vont répondre à cette question de par leur expérience auprès des entreprises, des grandes entreprises françaises en termes d'écoute notamment. L'écoute collaborateur du coup dans la vraie vie des entreprises, concrètement, aujourd'hui en 2019, on en est où? On en est où de cette écoute? Karen, je te laisse prendre Oui. le flambeau. Alors aujourd'hui, selon la culture de l'entreprise, eh bien, il faut parfois embarquer aussi les instances de personnel qui peuvent être plus ou moins fortes et qui peuvent être aussi des forces un petit peu contraires sur la mise en place d'écoute interne. Donc, il faut savoir les embarquer et puis savoir aussi amener chacun à rester dans son propre périmètre de manière à pouvoir tout de même réaliser ce type d'écoute. On note aussi très souvent la peur de sursolliciter le collaborateur. Et ça, c'est une remarque qui est très fréquente de la part de nos clients, c'est de nous dire, oui, mais alors, si je mets en place un baromètre annuel, voire tous les 2 ans, et que je suis mon collaborateur tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et puis au moment de ses mouvements de carrière, est-ce que je ne vais pas finalement un peu le fatiguer? Ça, je dirais, ça va vraiment être conditionné par rapport à votre capacité à communiquer justement et à la force de communication que vous allez pouvoir mettre en amont de tout ce process d'écoute et de convaincre en fait vos collaborateurs que ce qu'ils ont à vous dire, ça vous est important pour pouvoir piloter piloter l'activité, mais aussi mieux répondre à leurs attentes, à leurs besoins et peut-être même anticiper davantage les besoins et les attentes de vos collaborateurs, mais aussi de leur vie avec les partenaires extérieurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, enfin bref, tout l'écosystème qui se trouve autour de l'entreprise. On note aussi des différences générationnelles collaborateurs quant à l'appréhension des voies digitales, parce que effectivement, globalement, on est plus sur des écoutes où on va solliciter le collaborateur au travers de formulaires en ligne, alors que ce soit sur des bornes, via l'envoi par mail ou par SMS, enfin bref, peu importe. Mais on n'est plus sur des notions où on demande aux collaborateurs de répondre via le web. Et donc, effectivement, on peut avoir un effet de choc des générations où on a les 20-35 ans qui sont connectés, voire hyper connectés, et puis peut-être d'autres collaborateurs un peu plus âgés qui ont un peu plus de distance. Et là, de la même façon, la force de communication et de persuasion va être très importante. Autre remarque que l'on a souvent, c'est un manque de ressources et de temps pour exploiter les données collectées. Parce qu'effectivement, le fait de solliciter, vous allez engranger de la matière et cette matière, il faut bien la digérer et pouvoir en faire ressortir quelque chose. Donc, il y a aussi un travail et une sorte d'éducation à faire en interne pour pouvoir en extraire rapidement les données et pouvoir rapidement mettre en application ce qui va ressortir, en tout cas les points essentiels. Il faut également que les équipes soient prêtes à accepter la non-symétrie des attentions. C'est-à-dire que les résultats ne vont pas forcément être homogènes entre les ressentis clients et leurs collaborateurs. Donc, il va falloir aussi accompagner un petit peu les résultats qui vont en ressortir parce que ça peut parfois être dur pour un collaborateur d'avoir un ressenti plutôt positif et finalement, côté client, ça ne l'est pas. Donc, il y a une dissymétrie qui se présente et il faut accompagner les collaborateurs, les managements à accepter
dissonance. Et bien entendu, selon le type d'écoute sur lequel on va intervenir, il y a la notion d'anonymat qui revient très fréquemment et cette importance qu'il y a à préserver l'anonymat selon le type d'enquête sur lequel on va être. Sur l'humeur, par exemple, il est quand même de bon ton de pouvoir préserver l'anonymat si le collaborateur le veut, parce qu'à un moment donné, il a besoin d'exprimer sur une période peut-être des pratiques qui sont plutôt négatives, mais il n'a pas envie que ce commentaire, que cette remontée lui soit appropriée. Donc, il faut être en capacité aussi de préserver cet anonymat, d'où parfois aussi la nécessité de faire intervenir un prestataire externe pour bien montrer que c'est une tierce personne qui intervient sur le sujet et que l'anonymat est pleinement réservé au regard de l'éthique professionnelle auquel le prestataire adhère. Benoît, est-ce que tu as une anecdote sur ce point, sur le fait où est-ce qu'on en est aujourd'hui, une anecdote un petit peu métier que tu aurais pu, en plan d'entreprise, de savoir un petit peu où on en est aujourd'hui de cette écoute collaborateur, un des piliers du care management? Oui, j'écoutais attentivement Karen. C'est vrai qu'on en a parlé quand on préparait le webinaire, mais moi je suis frappé par finalement la défiance en fait qui peut régner encore dans beaucoup d'entreprises, y compris dans des entreprises qui ont plutôt une réputation de bienveillance. C'est-à-dire que Karen, tu le rappelais, l'anonymat et de savoir effectivement est-ce que véritablement je peux m'exprimer avec deux excès finalement. L'un, c'est le manque de confiance, donc ils sont trop peu nombreux finalement à s'exprimer, on se donne des objectifs parfois finalement, peut-être parce qu'on est en deçà, par exemple 50% de l'ensemble des collaborateurs comme objectif de taux de réponse, qui est quand même pas terrible. Et finalement, voilà, on sent bien qu'il y a cette défiance-là. Et puis de l'autre côté, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la garantie que je vais pouvoir m'exprimer dans l'anonymat, alors je vais m'exprimer sans filtre. Et là aussi, une autre anecdote avec une entreprise où finalement le système automatiquement a renvoyé vers les managers les verbatims en fait des collaborateurs de chacun des managers sans la moindre précaution, sans le moindre accompagnement. C'était une maladresse, malheureusement ça s'est vu ex post et ça a créé un climat de défiance épouvantable entre les managers et leurs collaborateurs, certains disant mais moi je ne peux plus voir cette personne, c'est pas possible, vu ce qu'elle a écrit sur moi, je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer à travailler avec elle. Donc beaucoup de prudence effectivement par rapport à ça, à la fois la garantie d'anonymat parce que effectivement c'est la condition pour laquelle les gens vont pouvoir s'exprimer, mais en même temps instaurer des règles de bienveillance et rappeler que voilà, on peut tout dire, mais il faut le dire dans la bonne posture et surtout dans un esprit de construction, c'est-à-dire là aussi pratiquer le feedback inverse, quoi, et en attendant du collaborateur, en l'occurrence, qu'il indique des choses, des voies de progrès finalement à son manager. Je pense qu'on en est sans doute au début de cette double éducation de quel climat de confiance en amont, pas le détruire en aval, parce qu'effectivement, l'anonymat peut être source de malheureusement d'erreurs. On voit bien là, à travers la deuxième anecdote que je rappelle. Tout à fait, d'où l'importance de l'empathie et d'éventuellement certaines mises en place au sein des entreprises de cours ou formations de développement personnel autour de ces notions qui sont au final non pas des choses, des compétences pures, mais de l'apprendre à être, de l'apprendre à développer ce qu'on a en nous. Et ça relève des sciences un peu plus cognitives, un petit peu non palpable, mais en tout cas on sent que voilà, derrière cette démarche de care management, il y a tous ces aspects qui sont très très importants. Eh bien, merci beaucoup Benoît pour cet exemple, ces exemples concrets. Ce que je vous remercie encore Karen bien sûr aussi de ton expertise. Avant de se quitter, bien sûr, on va quand même répondre à vos questions. On va les reprendre une à une. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur la page LinkedIn Eloquent pour nous suivre et puis aussi recevoir cette présentation. Première question d'Aubert, quel est le pourcentage de collaborateurs qui répondent à ces questionnaires? Alors, je pense que Karen, si tu as peut-être des éléments à apporter à Aubert. Alors, sur
l'écoute de type plus humeur, on a de très forts pourcentages. On est sensiblement sur des taux de participation qui sont ceux que l'on observe sur des baromètres de type annuel, c'est-à-dire... Pardon, on n'a pas entendu Karen du coup. Ah, Karen, oui, vous m'entendez là? Karen, on n'a pas entendu du coup le taux de participation. Il y a eu un tout petit. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu juste une coupure sur le. Ah, Comme s'il fallait pas dire le taux de d'accord, ouais, participation. c'était le bip sur... on est à peu près autour de 70%. D'accord. Vous m'avez entendu? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Merci Karen. D'accord. Quels canaux de communication, du coup, sont utilisés pour ces écoutes et pour l'enquête collaborateur? Question d'Aubert. Bah, là, on observe plein de pratiques différentes selon les organisations. Ça peut être de l'affichage sur des lieux stratégiques de l'entreprise tels que les salles de restauration, les salles de pause, dans les couloirs. Ça peut être aussi de la communication de type mailing. Tout dépend aussi du taux de collaborateurs qui sont équipés en adresse email, mais ça peut être de ce type. Ça peut être aussi via des écrans. Maintenant, se développe de plus en plus dans les entreprises des écrans de communication sur lesquels on va faire afficher les news de l'entreprise. Et donc, ça fait partie de news sur lesquelles on va pouvoir présenter ce type de démarche. Et puis aussi, par exemple, lorsque l'on est sur une écoute collaborateur lorsqu'il arrive dans l'entreprise, c'est le petit livret d'accueil. On va intégrer aussi toute la communication liée à ces écoutes collaborateurs dans le livret d'accueil pour vraiment montrer que ça fait partie de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, que d'écouter ses collaborateurs et donc de décrire un petit peu toute la démarche qu'il y a derrière et toutes les étapes d'écoute qu'on peut avoir. Parfait. Une question de JP de même. Comment sont créés vos questionnaires? Suivent-ils une procédure de standardisation? Alors non, pas du tout. On est vraiment sur un travail très ad hoc avec chacune de nos clients. On cherche vraiment à comprendre quels sont les objectifs qui sont derrière chaque enquête qui doit être mise en place, vers quelle cible on va s'orienter. Et on n'a pas un questionnaire classique que l'on va déployer sur toutes les entreprises. On est vraiment sur une démarche très ad hoc en fonction de nos clients. Merci Karen. Question de Sophie P. En quoi êtes-vous différent des questionnaires quantitatifs pour mesurer le RPS dans l'entreprise? On retrouve de nombreux points entre ce que vous présentez et les catégories des... Alors j'imagine que c'est facteurs et non pas factures de RPS de Golac. Si ça te parle... Là, je ne saurais pas trop vous répondre. Pour revenir après plus tard, hein, vers vous. De toute façon, n'hésitez pas. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu. Coupé, oui, oui. Non, voilà, il y a l'adresse contact@eloquent.com. Hein. N'hésitez pas, si on n'a pas répondu à vos questions, à les poser via cette adresse mail. On y répondra avec de manière plus reposée. Quid d'espace de discussion régulier entre collaborateurs? Alors effectivement, là, on est sur de l'écoute sollicitée. Hein, c'est l'écoute collaborateur sollicité et non pas l'écoute spontanée, Thierry. Je pense que ça pourrait faire même à soi tout seul l'objet d'un autre webinar. Merci, peut-être Thierry, on tient là une idée pour le prochain. Enfin, donc là, leur tour, donc je vais lire un peu la question de Louis M. Quel est le rôle du manager dans cette démarche? Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment d'impliquer les managers dans le système d'écoute, c'est-à-dire par exemple sur le parcours d'intégration, lorsque un questionnaire est réceptionné,
le collaborateur peut très bien avoir une rencontre de débrief par rapport au retour qu'il a présenté dans son questionnaire avec son manager pour pouvoir échanger et peut-être approfondir certains points qui sont remontés par le collaborateur. Et donc, cette idée est véritablement de dire l'outil que l'on met en place doit servir aussi aux managers pour pouvoir travailler avec ses collaborateurs et pouvoir améliorer son management vis-à-vis des collaborateurs. J'ai une question, on va prendre la dernière question de Zaïma B. Les instances représentatives du personnel sont-elles sollicitées? Donc j'imagine que vous posez la question Zaïma dans le cadre d'une démarche d'écoute collaborateur. Et dans quelle mesure ce type de démarche est perçu par les IRP? Alors, les instances représentatives du personnel, elles peuvent être sollicitées. Tout dépend effectivement de la culture d'entreprise. On a dans certaines entreprises chez nos clients le cas où effectivement elles sont présentes lors des réunions de définition du projet. Et puis d'autres cas, dans d'autres entreprises où il n'y a pas forcément, en tout cas, la présence de ces instances lors des réunions. Elles peuvent recevoir le projet, le dispositif tel qu'il va fonctionner, mais elles n'ont pas vocation à intervenir sur le projet. C'est véritablement un projet qui est conduit par la direction ressources humaines et il n'y a pas forcément et obligation de consultation des instances. Tout dépend véritablement de la culture d'entreprise et de la force de ces instances au sein de l'organisation. Merci Karen. Bien, je crois que nous avons fait le tour de toutes vos questions. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, tous les participants. Je crois qu'au plus nombreux, vous étiez 170, au plus grand nombre. Merci à nos experts. Mille merci Benoît, mille merci Karen d'avoir répondu aux questions de tous nos participants. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur la chaîne Eloquent LinkedIn. Vous avez l'ouvrage aussi de Benoît, vous regardez dans le replay la petite image et le titre dans la fenêtre de chat, n'hésitez pas à l'acheter pour avoir des informations sur le care management et bien sûr n'hésitez pas à vous revenir vers nous si vous avez des problématiques d'écoute client et d'écoute collaborateur. Et Eloquent, elle a une solution voix du client reconnue par Gartner sur le sujet. Donc voilà, j'espère que nos experts en tout cas vous auront amené des choses, vous auront enrichi, c'est le but dans une démarche de care, prendre soin de vous, prendre soin de vos clients, prendre soin de vos collaborateurs. Merci. Et à très bientôt sur Chantal qui aura lieu en septembre. En septembre, on se revoit sur la thématique de la data visualisation au service de l'excellence client. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Benoît, au revoir Karen. Merci, au revoir. Au revoir Karen, au revoir Aurélie.